Un point vient d'apparaître sur un écran, dans un laboratoire plongé dans la pénombre, quelque part dans la banlieue de Tokyo. Un seul point, minuscule, net, définitif. Puis un deuxième, ailleurs, sans rapport apparent avec le premier. Puis un troisième. Il est tard, le bâtiment est presque vide, et la machine qui produit ces points travaille dans un silence presque total, tirant des électrons un par un, à raison de quelques centaines par seconde, chacun voyageant absolument seul à travers un appareil scellé sous vide. Aucun électron ne croise jamais un autre électron. Aucun ne sait, si tant est que ce mot ait un sens pour une particule, qu'il y en a eu d'autres avant lui et qu'il y en aura d'autres après. Chacun effectue son trajet dans une solitude parfaite, frappe l'écran, laisse son point et disparaît de l'histoire. Et pourtant, si vous restez devant cet écran assez longtemps, si vous laissez les heures s'accumuler et les points se compter par dizaines de milliers, vous allez voir surgir quelque chose qui ne devrait pas exister. Des bandes. Des rayures verticales, régulières, alternées, claires puis sombres, d'une précision géométrique troublante. Un motif collectif, construit par des particules qui n'ont jamais rien eu en commun, comme si chacune d'elles, isolée dans le vide, avait obéi à une partition invisible que personne ne lui a jamais montrée. Si ce genre de voyage au cœur des mystères de la matière vous passionne, prenez un instant pour aimer cette vidéo et vous abonner. Cela compte énormément pour nous. Ce que vous venez d'imaginer n'est pas une expérience de pensée. Cela s'est réellement produit en 1989 et les photographies existent. Elles comptent parmi les images les plus dérangeantes jamais produites par la science, non pas parce qu'elles montrent quelque chose de violent ou de spectaculaire, mais parce qu'elles montrent, avec une clarté impitoyable, que la matière elle-même ne se comporte pas comme la matière devrait se comporter. Et la question que ces images posent, la question que nous allons suivre ce soir jusqu'à son point le plus profond, est plus étrange que tout ce que la fiction a jamais inventé. Car pendant des décennies, on a raconté au public une histoire simple à propos de ce phénomène. On a dit que la particule se comporte comme une onde quand personne ne la regarde, et comme un projectile quand quelqu'un l'observe. On a dit que le regard change la réalité. Cette histoire a fait le tour du monde. Elle a rempli des livres, des conférences, des documentaires. Elle avait un charme immense, parce qu'elle donnait à l'observateur humain un rôle central dans le théâtre du monde physique. Mais cette histoire, telle qu'on la raconte, est incomplète. Et ce qui se cache derrière elle, ce que les laboratoires ont mis au jour pièce par pièce, expérience après expérience, sur 5 continents et pendant 40 ans, est à la fois plus subtil, plus rigoureux et infiniment plus vertigineux. Car les machines ont fini par démontrer une chose que presque personne ne raconte. Le phénomène ne dépend pas du regard. Il ne dépend pas de la présence d'un esprit. Il ne dépend pas de la conscience de qui que ce soit dans la pièce. Des dispositifs entièrement automatiques, des circuits sans la moindre étincelle de vie, ont pris les décisions à la place des expérimentateurs, et la matière a répondu à ces décisions avec exactement la même docilité troublante. Ce à quoi la matière répond, ce n'est pas un observateur, c'est quelque chose d'autre, quelque chose que la physique sait désormais nommer, mesurer, manipuler, mais qu'elle ne sait toujours pas expliquer jusqu'au bout. Et pour comprendre ce que c'est, il faut remonter le fil. Pas un fil court. Un fil de plus de 2 siècles, qui commence avec un rayon de soleil dans une pièce de Londres, qui traverse des sous-sols d'universités allemandes, des laboratoires japonais, des montagnes des îles Canaries, et qui se termine, ce soir, sur une énigme ouverte, une vraie, une de celles que les plus grands esprits vivants reconnaissent ne pas savoir résoudre. Installez-vous, laissez les noms et les dates vous traverser sans chercher à tout retenir. Ce qui compte, c'est le fil, et ce fil mérite d'être suivi jusqu'au bout, jusque dans l'obscurité où il disparaît encore aujourd'hui. Tout commence par une controverse vieille de plus d'1 siècle, une querelle que les plus grands savants d'Europe se transmettaient de génération en génération comme une blessure jamais refermée. De quoi la lumière est-elle faite? La question paraît simple. Elle ne l'est pas. Elle ne l'a jamais été. À la fin du XVIIe siècle, 2 réponses s'affrontaient déjà, portées par 2 géants. D'un côté, le Hollandais Christian Huygens soutenait que la lumière est une onde, une vibration qui se propage dans l'espace, comme les cercles à la surface d'un étang. De l'autre, Isaac Newton affirmait que la lumière est un flux de corpuscules, une pluie de grains minuscules projetés en ligne droite. Et Newton
n'était pas un adversaire ordinaire. Newton avait déchiffré la gravitation, décomposé la lumière blanche avec un prisme, inventé des mathématiques nouvelles pour décrire le mouvement des planètes. Dans l'Angleterre du XVIIIe siècle, contredire Newton ne relevait pas du débat scientifique. Cela relevait presque de l'inconvenance. Sa théorie corpusculaire régna donc, largement incontestée, pendant un siècle entier. Il fallut attendre un homme d'une trempe très particulière pour oser rouvrir le dossier. Cet homme s'appelait Thomas Young, et son existence entière semble avoir été calibrée pour défier la vraisemblance. Né en 1773 dans une petite ville du Somerset, dans une famille de commerçants Quakers, il lisait couramment à l'âge de 2 ans. Avant ses 5 ans, il avait parcouru 2 fois la Bible de la première à la dernière page. Adolescent, il s'attaqua aux langues comme d'autres collectionnent les timbres. Le latin, le grec, l'hébreu, puis l'arabe, le persan, le turc, l'amharique. Plus d'une douzaine de langues au total, et pas des langues de confort. Il étudia la médecine, obtint son doctorat à Göttingen, fut élu membre de la Royal Society, la plus prestigieuse institution scientifique de Grande-Bretagne, à seulement 21 ans. Plus tard, il jouerait un rôle décisif dans le déchiffrement des hiéroglyphes égyptiens. En travaillant sur la pierre de Rosette, il fonderait la théorie moderne de la vision des couleurs. Il donnerait son nom à une grandeur fondamentale de la physique des matériaux. Ses camarades de Cambridge l'avaient surnommé « le phénomène », et l'on sent, dans ce surnom, un mélange d'admiration sincère et de méfiance discrète, celle qu'inspirent toujours les esprits qui avancent trop vite pour les autres. En 1801, Young fut nommé professeur de philosophie naturelle à la Royal Institution de Londres, où il donna en 2 ans près d'une centaine de conférences. Et c'est durant cette période qu'il conçut le geste expérimental qui allait, 2 siècles plus tard, être élu par les lecteurs d'une grande revue de physique comme la plus belle expérience de toute l'histoire de la discipline. Il faut ici corriger une légende tenace, car la version que répètent les manuels modernes déforme ce qui s'est réellement passé, et cette déformation efface la beauté du geste originel. On raconte que Young perça 2 fentes dans un écran. Ce n'est pas ce qu'il fit. Ce qu'il fit était plus artisanal, plus fragile, et d'une certaine façon plus audacieux. Dans une pièce sombre, il laissa entrer un unique rayon de soleil par un trou minuscule pratiqué dans un volet, et il dirigea ce rayon à l'aide d'un miroir pour en faire un faisceau fin et maîtrisé. Puis, dans le trajet de ce faisceau, il glissa une simple carte de papier, épaisse d'à peine 1/3 de millimètre, tenue sur la tranche, de manière à fendre le rayon en 2. La lumière contourna la carte de chaque côté, les 2 moitiés du faisceau s'évasèrent, se rejoignirent sur le mur d'en face, et là, dans la zone où elles se superposaient, quelque chose d'inattendu apparut. Des franges, des bandes alternées, lumineuses puis obscures, régulières comme les dents d'un peigne. Le même genre de motif que l'on aperçoit dans les reflets irisés d'une tache d'huile sur une route mouillée ou dans les couleurs mouvantes d'une bulle de savon. Et Young comprit immédiatement ce que cela signifiait, car il connaissait les ondes mieux que quiconque. Il avait passé des années à étudier le son, les vibrations, les interférences acoustiques. Quand 2 ondes se rencontrent, elles s'additionnent là où leurs crêtes coïncident et s'annulent là où une crête rencontre un creux. C'est la signature des ondes, leur empreinte digitale, et rien d'autre dans la nature ne produit cette empreinte. Mais Young ne s'arrêta pas là, et c'est l'étape suivante qui transforma une jolie observation en preuve véritable. Il prit une seconde carte et l'avança lentement dans le faisceau, jusqu'à bloquer entièrement l'une des 2 moitiés de lumière. Une seule, l'autre continuait de passer librement, et à l'instant où une moitié fut interceptée, les franges disparurent. Pas seulement du côté bloqué. Partout, le motif entier s'évanouit d'un coup, remplacé par une simple tache de lumière uniforme. Car le motif n'avait jamais appartenu à l'un ou l'autre des 2 faisceaux. Il naissait de leur rencontre, il exigeait les 2, il était littéralement fabriqué par leur superposition. Young venait de démontrer, avec un rayon de soleil et 2 morceaux de carton, que la lumière se comporte comme une onde. Il présenta ses résultats devant la Royal Society, dans le cadre des prestigieuses conférences bakériennes, et il s'attendait, en toute logique, à ce que la démonstration close un débat vieux de 100 ans. Elle était simple, elle était reproductible, elle était sans appel. Ce qui arriva ensuite fut tout autre chose,
et cela devrait vous mettre profondément mal à l'aise, car c'est un schéma qui va se répéter tout au long de cette histoire. Un juriste et polémiste nommé Henry Brougham, cofondateur d'une revue influente, l'Edinburgh Review, et défenseur fervent de la théorie corpusculaire de Newton, lança contre Young une série d'attaques anonymes d'une violence rare. Il écrivit que les travaux de Young ne contenaient rien qui méritât le nom d'expérience ou de découverte. Il tourna en ridicule le principe des interférences. Il s'acharna, article après article, à démolir publiquement la réputation de l'homme le plus savant de Grande-Bretagne. Et le plus troublant, c'est que cela fonctionna. Les historiens décrivent les recherches optiques de Young comme ayant sombré, dans les années qui suivirent, dans un oubli presque total. Blessé, découragé, Young se détourna peu à peu de l'étude de la lumière pour se consacrer à la médecine et à l'égyptologie. La vérité qu'il avait mise au jour resta là, posée sur un mur de Londres, parfaitement démontrée et parfaitement ignorée. Retenez bien ce qui vient de se passer, car c'est l'une des clés de toute cette histoire. L'expérience n'avait rien de faux, les preuves n'avaient rien de faible. Ce qui a été attaqué, ce n'est pas la démonstration, c'est son implication, parce qu'elle dérangeait un ordre établi. Et l'expérience, elle, n'a jamais changé. Le rayon de soleil, la carte, les franges sur le mur, tout cela était exactement aussi vrai en 1803 qu'aujourd'hui. Ce qui allait changer, lentement, douloureusement, décennie après décennie, ce n'est pas l'expérience. C'est notre capacité à entendre ce qu'elle disait. Gardez cette phrase avec vous, car nous allons la retrouver plus loin, dans des circonstances que Young n'aurait jamais pu imaginer. La réhabilitation vint de France, et elle prit la forme de l'un des retournements les plus délicieux de toute l'histoire des sciences. Dans les années 1810, un jeune ingénieur des ponts et chaussées, nommé Augustin Fresnel, travaillant souvent isolé en province, reconstruisit la théorie ondulatoire de la lumière depuis ses fondations, avec un arsenal mathématique dont Young n'avait jamais disposé. En 1819, l'Académie des sciences de Paris organisa un grand concours sur le thème de la diffraction, et Fresnel y soumit son mémoire. Or, parmi les membres du jury, siégeait Siméon Denis Poisson, mathématicien brillant et partisan convaincu de la théorie corpusculaire. Poisson éplucha les équations de Fresnel avec l'intention manifeste de les prendre en défaut, et il crut y parvenir de façon éclatante. Il démontra que, si la théorie de Fresnel était vraie, alors une conséquence absurde devait en découler. En plaçant un petit disque opaque dans un faisceau de lumière, on devrait observer, au centre exact de son ombre, un point lumineux. De la lumière au cœur de l'obscurité, à l'endroit précis où le disque bloque tout. Poisson brandit ce résultat comme une réduction à l'absurde, la preuve par le ridicule que la théorie ondulatoire ne tenait pas debout. Le président du jury, François Arago, eut alors une idée simple et dévastatrice. Au lieu de trancher par le raisonnement, faire l'expérience. Il monta le dispositif, plaça un disque métallique de 2 mm dans un faisceau, régla l'écran et regarda. Le point lumineux était là, exactement au centre de l'ombre, exactement là où Poisson avait calculé qu'il devait se trouver si les ondes étaient réelles. L'objection conçue pour détruire la théorie devint, en une seule soirée d'observation, sa confirmation la plus spectaculaire. On appelle encore aujourd'hui ce point la tache de Poisson, du nom de l'homme qui avait tout fait pour prouver qu'il ne pouvait pas exister. Fresnel remporta le prix, la théorie ondulatoire s'imposa dans toute l'Europe, et lorsque, quelques décennies plus tard, l'Écossais James Clerk Maxwell démontra par le calcul que la lumière est une onde électromagnétique se propageant à une vitesse fixe et vertigineuse, l'affaire parut définitivement close. La lumière était une onde. Newton s'était trompé sur ce point. Young avait eu raison trop tôt. Le 19e siècle pouvait se refermer sur cette certitude confortable. Et c'est précisément à ce moment-là, au tournant du siècle, alors que certains physiciens déclaraient publiquement que leur discipline était presque achevée et qu'il ne restait plus que quelques décimales à préciser, que le sol se déroba. La première fissure vint d'un problème en apparence anodin, la couleur des objets chauffés. Un morceau de métal porté au rouge, puis au blanc, émet de la lumière, et les théories de l'époque, appliquées avec rigueur, prédisaient pour ce rayonnement des absurdités, des quantités infinies d'énergie surgissant de calculs pourtant irréprochables. En 1900, l'Allemand Max Planck, physicien conservateur et prudent s'il en fut,
trouva la seule issue mathématique possible, et elle lui déplut profondément. Il fallait supposer que l'énergie lumineuse ne s'échange pas de façon continue, comme un fluide, mais par paquets discrets, par grains, par quanta. Planck lui-même considéra longtemps son hypothèse comme un artifice de calcul, une astuce provisoire en attendant mieux. Mais 5 ans plus tard, un employé du bureau des brevets de Berne, âgé de 26 ans et parfaitement inconnu, prit l'hypothèse au sérieux, terriblement au sérieux. Albert Einstein montra en 1905 que si l'on admet que la lumière est réellement constituée de grains d'énergie, ce qu'on appellera plus tard des photons, alors on explique d'un coup un phénomène qui résistait à toutes les analyses, la façon dont la lumière arrache des électrons à la surface des métaux. C'est d'ailleurs pour ce travail précis, et non pour la relativité, qu'Einstein recevrait le prix Nobel. Et voici où la situation devint proprement intenable. Young avait prouvé que la lumière est une onde, et sa preuve tenait toujours. Les franges étaient là, indiscutables. Einstein venait de prouver que la lumière est faite de grains, et sa preuve tenait tout autant. 2 démonstrations irréfutables, 2 conclusions incompatibles, portant sur le même objet. La lumière était les deux à la fois, ou ni l'un ni l'autre, ou quelque chose pour quoi le langage humain n'avait tout simplement pas de mots. Les physiciens des années 20 apprirent à vivre avec ce paradoxe en le baptisant dualité onde-corpuscule, ce qui est une manière élégante de donner un nom à ce qu'on ne comprend pas. Puis, en 1924, un jeune aristocrate français transforma le paradoxe en cataclysme. Louis de Broglie, prince de son état, ancien étudiant en histoire converti à la physique, déposa une thèse de doctorat dont l'idée centrale tenait en une phrase d'une audace folle. Si la lumière, que l'on croyait onde, se révèle aussi corpuscule, alors la matière, que l'on croit corpuscule, doit aussi se comporter comme une onde. Tout, absolument tout, les électrons, les atomes, les molécules, les pierres, les planètes, tout ce qui possède une masse devrait posséder également une longueur d'onde, calculable par une formule d'une simplicité désarmante. Le jury de thèse, désarçonné, ne sut qu'en penser et transmit le manuscrit à Einstein, qui répondit que ce jeune homme venait de soulever un coin du grand voile. De Broglie obtint son doctorat, puis, 5 ans plus tard, le prix Nobel pour une intuition que rien, à l'époque, n'avait encore confirmée. La confirmation arriva par accident, et l'accident mérite d'être raconté, car il montre à quel point la nature ne demande la permission de personne. Aux États-Unis, dans les laboratoires d'une compagnie de téléphonie, 2 chercheurs nommés Clinton Davison et Lester Germer bombardaient d'électrons une cible de nickel, pour des raisons purement industrielles liées à l'étude des surfaces métalliques. Un jour de 1925, une bouteille d'air liquide explosa dans le laboratoire, brisant l'enceinte à vide et exposant la cible de nickel à l'air, qui l'oxyda aussitôt. Pour la nettoyer, Davison et Germer la chauffèrent longuement à haute température. Ce qu'ils ignoraient, c'est que ce recuit prolongé avait transformé leur cible. Les innombrables petits cristaux désordonnés du métal avaient fusionné en quelques grands cristaux au plan atomique parfaitement régulier. Et quand ils reprirent leur tir d'électrons sur cette surface réorganisée, leurs courbes de mesure se mirent à dessiner des pics étranges, des maxima et des minima disposés à des angles précis. Des électrons, des grains de matière, dotés d'une masse et d'une charge, rebondissaient sur le cristal en formant un motif de diffraction, exactement comme des ondes se réfléchissant sur un réseau régulier. Les plans d'atomes du nickel, espacés de quelques dixièmes de milliardièmes de mètre, jouaient pour les électrons le rôle que les 2 moitiés du faisceau avaient joué pour la lumière de Young. La matière interférait avec elle-même. La longueur d'onde mesurée correspondait, avec une précision remarquable, à celle que la formule de De Broglie prédisait. La même année, en Écosse, George Paget Thomson obtenait des résultats équivalents en faisant traverser à des électrons de minces feuilles métalliques. Et l'histoire s'offrit ici une ironie qu'aucun romancier n'aurait osé écrire. George Paget Thomson était le fils de Joseph John Thomson, l'homme qui, 30 ans plus tôt, avait découvert l'électron et démontré que c'était une particule. Le père reçut le prix Nobel pour avoir prouvé que l'électron est un corpuscule. Le fils reçut le prix Nobel pour avoir prouvé que l'électron est une onde. Et le plus vertigineux, c'est que les 2 prix étaient mérités, car les 2 démonstrations étaient justes.
À la fin des années 20, la mécanique quantique existait donc, armée d'équations d'une puissance prédictive stupéfiante, capable de calculer les niveaux d'énergie des atomes, les spectres de la lumière, les liaisons chimiques, avec une précision jamais atteinte par aucune théorie humaine. Mais au cœur de cette machinerie triomphante demeurait une image que personne ne parvenait à regarder en face. Les fondateurs de la théorie, Bohr, Heisenberg, Schrödinger, Dirac, en discutaient dans leurs congrès, dans leurs lettres, parfois jusqu'à l'épuisement. Et l'image la plus pure de la difficulté, celle qui condensait toute l'étrangeté en un seul dispositif, restait celle de Young, deux chemins offerts à une particule unique. Que fait un électron, un seul, face à deux ouvertures? Richard Feynman dirait plus tard que ce dispositif contient à lui seul le cœur de la mécanique quantique, son unique mystère véritable, et que personne, absolument personne, ne peut expliquer comment cela fonctionne au sens où l'on explique une machine. On peut seulement décrire ce qui se passe. Or, pendant des décennies, décrire fut tout ce qu'on pouvait faire, car réaliser concrètement l'expérience avec des électrons individuels paraissait matériellement impossible. Les longueurs d'onde de la matière sont si courtes que les fentes nécessaires devraient être d'une finesse inconcevable, l'appareillage d'une stabilité inhumaine, le vide d'une pureté inaccessible. Alors les professeurs dessinaient le schéma au tableau, disaient à leurs étudiants d'imaginer, et ajoutaient, presque machinalement, que bien entendu, une telle expérience ne pourrait jamais être réellement conduite. C'était devenu un réflexe de langage, une clause de style. L'expérience la plus importante de la physique moderne vivait à l'état de fantôme, universellement citée et jamais réalisée. Il fallut qu'un doctorant obstiné, dans un sous-sol du sud de l'Allemagne, décide que le mot « impossible » n'était pas un argument. Ce doctorant s'appelait Klaus Jönsson, et il travaillait à l'université de Tübingen, à la fin des années 50, sous la direction d'un maître de la microscopie électronique. Ce que Jönsson entreprit ne peut se résumer en une phrase, car la phrase cacherait des années entières de sa vie. Pour mener l'expérience, il devait d'abord inventer les outils permettant de la mener. Rien de ce dont il avait besoin n'existait dans le commerce, ni même dans les autres laboratoires du monde. Considérez le seul problème des fentes. Elles devaient être découpées dans une feuille de cuivre et leur largeur devait avoisiner les 300 nanomètres, 300 milliardièmes de mètre. Pour donner un ordre de grandeur à ce chiffre, un cheveu humain mesure entre 50 et 100 000 nanomètres de diamètre. Chaque fente de Jönsson était donc environ 200 à 300 fois plus étroite qu'un cheveu. Il ne s'agissait pas de tailler une ouverture que l'œil peine à voir, il s'agissait de tailler, dans du métal, une ouverture que l'œil ne peut pas voir du tout, et d'en tailler plusieurs, parallèles, régulières, aux bords nets. Jönsson développa pour cela une méthode d'une ingéniosité remarquable, fondée sur l'impression électrostatique et le dépôt de métal, un procédé qui annonçait, sans le savoir, les techniques de lithographie qui graveraient un jour les processeurs de nos ordinateurs. Il lui fallut construire, ajuster, échouer, recommencer, nuit après nuit, dans les entrailles d'un bâtiment universitaire silencieux, penché sur des plaques et des faisceaux, avec pour seule compagnie le ronronnement des pompes à vide. Imaginez cette pièce un instant. Il est plus de minuit. L'université, au-dessus, est déserte, et le silence y a cette densité particulière des lieux de travail abandonnés à la nuit. Sous une lampe crue, un jeune homme vérifie pour la 100e fois l'alignement d'un appareil qu'il a passé des années à faire exister. La feuille de cuivre est en place, dans son enceinte sous vide, avec ses entailles invisibles. D'un côté, un canon à électrons, de l'autre, un système d'enregistrement. Tout a été contrôlé, recontrôlé, au-delà du raisonnable. Il ne reste qu'à lancer le tir et à regarder. Et sur l'écran d'observation, lentement, apparaissent des franges, des bandes claires et des bandes sombres, alternées, régulières. Le motif exact que Thomas Young avait vu se former sur un mur de Londres 156 ans plus tôt, mais dessiné cette fois non par de la lumière, par rien d'aussi impalpable que de la lumière, mais par des électrons, des fragments de matière pesante et chargée, les mêmes grains qui circulent dans les câbles électriques et composent les atomes de votre propre main. La matière venait de passer par 2 portes à la fois. Jönsson publia ses résultats en 1961 dans une revue de physique de langue allemande.
Et voici la partie de l'histoire qui devrait provoquer chez vous une colère froide, la même que celle que méritait le sort de Thomas Young. L'article de Johnson resta sans traduction anglaise pendant 13 ans. 13 années entières durant lesquelles la première réalisation concrète de l'expérience la plus célèbre de la physique demeura, pour l'immense majorité de la communauté scientifique mondiale, un texte illisible dans une revue peu consultée. Pendant ce temps, dans les amphithéâtres du monde entier, des professeurs continuaient d'enseigner que l'expérience des deux fentes avec des électrons était une expérience de pensée, irréalisable par principe. Quand la traduction parut enfin, en 1974, dans une revue américaine destinée aux enseignants de physique, l'éditeur y joignit une note, au ton presque las, observant que des générations d'ouvrages avaient présenté ce dispositif comme imaginaire, sans jamais mentionner qu'il avait été réellement construit, et que son auteur n'avait, pour ce travail, reçu aucune distinction professionnelle notable. Un homme s'était enseigné à lui-même l'art de fabriquer des instruments qui n'existaient pas, avait gravé dans le métal des ouvertures 200 fois plus fines qu'un cheveu, avait prouvé de ses mains, dans un sous-sol, la réalité de l'effet le plus profond de la physique moderne, et le monde avait haussé les épaules. La prochaine fois qu'on vous affirmera que la science reconnaît toujours les siens, que le bon travail finit toujours par être célébré, souvenez-vous de Claus Johnson, et du temps que ses franges ont passé dans l'ombre. Mais l'expérience de Johnson, aussi héroïque fut-elle, laissait une porte de sortie aux esprits attachés au bon sens. Car Johnson tirait des faisceaux, des flots d'électrons traversant l'appareil ensemble, par milliards. Un sceptique pouvait donc encore plaider. Évidemment qu'un motif apparaît. Vous avez là-dedans une foule entière de particules simultanées. Elles se repoussent, se bousculent, interagissent par leur charge, et votre motif n'est peut-être que le résidu statistique de cette cohue. Rien n'oblige à y voir une onde. Pour abattre cette objection, il fallait accomplir quelque chose qui touche à l'absurde. Tirer les électrons un par un. Garantir qu'à chaque instant, un seul électron, parfaitement seul, se trouve dans tout l'appareil, sans aucun congénère à des kilomètres à la ronde en termes d'échelle atomique. Puis attendre, accumuler les impacts solitaires par dizaines de milliers, et voir ce que cette procession d'ermites choisirait de construire. La première équipe à y parvenir travaillait en Italie, à Bologne, et son histoire est l'un des secrets les mieux gardés de la physique. En 1974, Pier Giorgio Merli, Gianfranco Missiroli et Giulio Pozzi adaptèrent un microscope électronique en y insérant un dispositif appelé biprisme, un fil conducteur plus fin qu'une toile d'araignée, porté à une tension électrique, qui divise le chemin possible d'un électron en deux routes qui se rejoignent ensuite. Leur source était si atténuée que les électrons voyageaient un à un. Et les impacts, accumulés patiemment, formèrent des franges. Ils en tirèrent même un film scientifique, primé dans un festival, où l'on voit les points s'accumuler et le motif émerger du chaos. Leur publication, parue dans une revue américaine en 1976, aurait dû faire le tour du monde. Elle passa presque inaperçue. L'histoire, décidément, se répétait avec une constance cruelle. Il fallut attendre 1989 pour que la démonstration définitive, celle dont les images allaient enfin s'imprimer dans la mémoire collective des physiciens, soit réalisée au Japon, dans les laboratoires de recherche avancés d'une grande entreprise d'électronique, par une équipe menée par un expérimentateur d'exception nommé Akira Tonomura. Tonomura était un virtuose de l'optique électronique, un homme qui avait consacré sa vie à faire aux électrons des choses que personne ne croyait possibles. Son équipe disposait d'un atout décisif, un canon à électrons à émission de champ, une source d'une finesse et d'une cohérence extraordinaires, couplé à un détecteur capable d'enregistrer l'arrivée de chaque électron individuellement, avec sa position exacte et son instant précis. Ils réglèrent l'intensité de la source à un niveau dérisoire, environ 1000 électrons par seconde. Cela peut sembler beaucoup, c'est infime. À cette cadence, compte tenu de la vitesse des électrons et de la taille de l'appareil, la distance moyenne entre deux électrons successifs se comptait en mètres, alors que l'appareil entier en mesurait à peine plus d'un. Autrement dit, chaque électron naissait, traversait tout le dispositif, frappait le détecteur et était enregistré bien avant que le suivant ne soit même émis. Jamais deux électrons dans la machine en même temps. Aucun trafic, aucune bousculade, aucune interaction possible. Chaque particule effectuait son voyage dans une solitude absolue, cosmique, parfaite. Puis ils laissèrent l'expérience tourner,
et ils photographièrent l'écran à plusieurs étapes de l'accumulation. Ces photographies existent, elles sont publiées, et je veux vous les décrire une à une, car elles racontent, mieux que n'importe quel discours, ce que la matière est réellement. Sur la première image, après une centaine d'électrons, on ne voit rien. Des points épars, dispersés au hasard, sans la moindre structure. Du bruit. Si vous n'aviez que cette image, vous jureriez qu'il n'y a rien à voir ici, que des particules atterrissent là, ou des particules atterrissent, et que l'affaire est entendue. Sur la deuxième image, après environ 3000 électrons, quelque chose de trouble commence à travailler le regard. Des zones semblent légèrement plus denses, d'autres légèrement plus vides, mais l'œil hésite, comme lorsqu'on croit reconnaître un visage dans le grain d'une vieille photographie sans oser en être sûr. Sur la troisième image, après une vingtaine de milliers d'électrons, le doute meurt. Les bandes sont là. Des colonnes verticales de points denses, séparées par des couloirs presque vides, s'étendent sur toute la largeur de l'écran. Et sur la dernière image, après quelques 70 000 électrons, le motif est achevé, éclatant, d'une netteté parfaite. Des franges d'interférence aussi régulières que celles que Young avait contemplées sur son mur, dessinées point par des particules qui ne se sont jamais rencontrées. Je vous demande maintenant de tenir ensemble, dans votre esprit, les deux moitiés de ce résultat, car toute l'étrangeté du monde loge dans l'écart qui les sépare. Première moitié, chaque électron est arrivé comme un point, un impact unique, net, localisé. Pas une traînée, pas une vague s'étalant sur l'écran, pas un halo. Un point. Pris individuellement, chaque électron s'est comporté, à l'arrivée, comme le plus honnête des corpuscules. Seconde moitié, l'ensemble des points, accumulés, dessine la signature exclusive des ondes, un motif qui ne peut mathématiquement naître que de la superposition de deux chemins. Chaque électron a donc atterri à un endroit qui n'a de sens que si, d'une manière pour laquelle notre langage n'a pas de mots convenables, cet électron a été concerné par les deux routes à la fois et a interféré avec lui-même durant son voyage solitaire. Le motif n'est dans aucun électron. Le motif est dans tous. Chaque électron est une note isolée. Aucun n'a jamais entendu la mélodie. Et la mélodie s'écrit quand même. Voilà ce que 70 000 points de lumière, patiemment collectés dans un laboratoire japonais, ont établi une fois pour toutes. Mais cette première couche de l'énigme possède un dernier mouvement, celui que vous connaissez peut-être déjà, celui qui a fait la légende de cette expérience. Car dans toutes les versions du dispositif, celle de Bologne, celle de Tokyo, et toutes celles qui ont suivi, une règle se vérifie sans exception. Si l'on installe, au niveau des deux chemins, un dispositif capable de déterminer quelle route chaque électron a réellement emprunté, le motif d'interférence meurt. Instantanément, totalement, les franges s'effacent et les impacts se réorganisent en deux amas simples, exactement ce qu'on attendrait de projectiles ordinaires passant par l'une ou l'autre des ouvertures. Le simple fait d'établir le chemin détruit l'onde. Et à l'inverse, dès qu'on retire le dispositif, dès que le chemin redevient indéterminable, les franges reviennent. C'est cette règle qui a nourri l'histoire que le grand public connaît, l'histoire du regard qui change la réalité, de l'univers qui remarque qu'on l'observe. Et cette histoire n'est pas fausse au sens strict. Quelque chose, dans l'acte de déterminer le chemin, tue bel et bien l'interférence. Mais elle est incomplète d'une manière qui change tout. Car la vraie question, la question dure, n'est pas de constater que la mesure détruit le motif, c'est de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui, physiquement, dans l'acte de mesurer, s'introduit dans ce phénomène délicat et le brise? Pendant un demi-siècle, la physique a possédé une réponse à cette question. Une réponse confortable, mécanique, presque charnelle, une réponse que votre intuition adopterait spontanément. La voici. Un détecteur est un objet matériel. Pour détecter une particule, il doit interagir avec elle, et toute interaction laisse des traces. En mesurant la position de l'électron au niveau des fentes, le détecteur lui communique inévitablement une petite impulsion, un recul, une poussée microscopique mais réelle. Cette perturbation dévie légèrement la trajectoire de chaque électron, et ces déviations aléatoires, accumulées sur des milliers de particules, brouillent les franges délicates jusqu'à les noyer dans un flou uniforme. Le détecteur bouscule la particule, la bousculade détruit le motif. Cette explication avait tout pour plaire. Elle était intuitive, elle était mécanique, elle s'appuyait sur un pilier authentique de la théorie, le principe d'indétermination de Heisenberg,
qui interdit effectivement de mesurer la position d'une particule sans affecter sa quantité de mouvement. Elle fut enseignée, répétée, illustrée par des schémas de microscopes imaginaires dans tous les cours du monde, et elle était fausse. Ou plus exactement, elle était vraie dans certains montages, mais elle n'était pas la vraie raison, et la démonstration de ce point est le pivot exact de toute notre histoire. En 1982, deux théoriciens, Marlan Scully et Kai Drull, publièrent dans une grande revue américaine un article d'apparence austère qui allait, en silence, faire basculer 40 ans de certitude. Leur raisonnement établissait ceci. Il est possible de concevoir des dispositifs dans lesquels on obtient une information complète et fiable sur le chemin emprunté par la particule, tout en ne lui infligeant qu'une perturbation dérisoire, bien trop faible, quantitativement, pour expliquer la disparition des franges. Dans de tels dispositifs, le motif meurt quand même. On connaît le chemin, l'interférence disparaît, et pourtant le coût porté à la particule est presque nul. Le meurtre a lieu, mais l'arme du crime supposé n'a jamais quitté son étui. Alors, qui tue les franges? La réponse de Scully et Drull mérite d'être énoncée lentement, car c'est la charnière de tout ce qui va suivre. L'interférence ne disparaît pas parce que la particule a été heurtée. Elle disparaît parce que la particule est devenue intriquée avec le détecteur, c'est-à-dire que son état et celui du détecteur se sont liés, corrélés, noués l'un à l'autre de façon indissoluble, et que l'information sur le chemin s'est trouvée inscrite, encodée, enregistrée dans l'état physique d'un autre système. C'est l'existence de cette inscription, sa simple disponibilité quelque part dans le monde, et non une quelconque secousse mécanique, qui détruit le comportement ondulatoire. Là où un registre du chemin existe, l'onde meurt. Là où aucun registre n'existe, l'onde vit. Voilà le nouveau principe. Et si cette formulation vous semble abstraite, patientez, car elle ne resta pas théorique bien longtemps. En 1998, à l'Institut Max Planck d'optique quantique, en Bavière, une équipe menée par Gerhard Rempe, avec ses collègues Dürr et Nonn, monta l'expérience décisive. Ils n'utilisaient pas des électrons, mais des atomes de rubidium, refroidis et guidés dans un interféromètre atomique d'une sophistication extrême, où des ondes lumineuses stationnaires jouaient le rôle des fentes. Puis, ils marquèrent le chemin des atomes, non pas en les percutant, mais en inscrivant délicatement l'information de route dans l'état interne de chaque atome, dans la configuration de son nuage électronique, une opération d'une douceur presque immatérielle. La perturbation mécanique infligée par ce marquage était mesurable, et ils la mesurèrent avec un soin obsessionnel. Le verdict, publié dans l'une des plus grandes revues scientifiques du monde, fut sans ambiguïté. Les franges avaient disparu, comme prévu, mais la secousse mécanique du marquage était des ordres de grandeur trop faibles pour en être la cause. Le brouillage par impulsion, l'explication du demi-siècle, ne pouvait pas expliquer ce qui venait de se produire sous leurs instruments. Ce qui avait tué l'interférence, c'était la corrélation elle-même, le fait brut que l'information sur le chemin exista désormais quelque part, gravée dans l'état interne des atomes. Et voici le détail qui devrait vous arrêter net, celui qui déplace toute la ligne de front de cette histoire. Personne n'a jamais eu besoin de lire cette information. Aucun expérimentateur n'a consulté l'état interne des atomes un par un. Aucun être humain n'a pris connaissance des chemins. La destruction des franges ne dépendait en rien de la lecture du registre. Elle dépendait uniquement de son existence. 2 ans plus tôt, en 1996, un théoricien nommé Berthold Georg Englert avait donné à cette idée sa forme la plus tranchante, celle d'une équation. Il définit 2 grandeurs. La première, qu'il appela la distinguabilité, mesure sur une échelle de 0 à 1 la quantité d'informations disponibles, où que ce soit dans l'univers, sur le chemin emprunté par la particule. 0 signifie qu'aucune trace du chemin n'existe nulle part. 1 signifie que le chemin est parfaitement connaissable. La seconde grandeur, la visibilité, mesure sur la même échelle la netteté des franges d'interférence. Et Englert démontra que ces 2 quantités sont enchaînées l'une à l'autre par une inégalité stricte. La somme de leurs carrés ne peut jamais dépasser l'unité. Elles s'échangent. Plus le chemin devient connaissable, plus les franges doivent pâlir, et cet échange est exact, quantitatif, sans échappatoire. On peut même acheter de l'information partielle, un registre flou,
qui ne révèle le chemin qu'avec 70% de fiabilité, ne détruit les franges que partiellement, dans une proportion que l'équation prédit au centième près, et que les expériences ont vérifié. Remarquez ce qui est absent de cette loi. Il n'y a pas de terme pour la force du choc, il n'y a pas de terme pour l'énergie de la perturbation, il n'y a pas de terme pour la présence d'un observateur. Le compromis est purement informationnel, il porte sur ce qui est connaissable, pas sur ce qui a été secoué, et encore moins sur ce qui a été effectivement connu par quelqu'un. Je veux être parfaitement honnête sur la raison pour laquelle ce point, qui peut passer pour une subtilité de spécialiste, est en réalité la fissure par laquelle tout le reste va s'engouffrer. Tant que l'on croyait à l'explication mécanique, l'expérience des deux fentes restait domestiquée. Un appareil touche une particule, le contact la dérange. Voilà une histoire que le corps comprend, une histoire de billes et de chocs. Mais dès l'instant où l'on admet que c'est l'information, et non la perturbation, qui gouverne la survie de l'onde, une porte s'ouvre sur une enfilade de questions redoutables. Qu'est-ce qui compte exactement comme une information? Enregistrée où? Dans quoi? Sous quelle forme? Faut-il qu'elle soit lisible en pratique? Ou suffit-il qu'elle soit inscrite quelque part dans l'état d'un système, fût-il une poussière ou une molécule d'air égarée? Et surtout, la question qui donne le vertige. À quel moment ce registre doit-il exister? Avant le passage de la particule? Pendant? Et que se passerait-il si l'on décidait du sort du registre après coup, quand la particule a déjà terminé son voyage? Ces questions ne sont pas des rêveries de philosophes. Chacune d'elles s'est révélée être une question expérimentale, et des équipes entières ont bâti des machines pour les poser une à la nature. Mais avant de franchir cette porte, je veux vous confier la phrase qui, je crois, constitue le fond véritable de toute cette affaire. La phrase que vous emporterez avec vous ce soir. Un registre n'a besoin de personne pour le lire. C'est la vérité discrète que Scully et Drull ont déterrée, que Ramp et son équipe ont vérifiée sur leurs atomes, qu'Englert a coulé dans le bronze d'une inégalité. Le comportement de la matière répond à l'existence d'une inscription, et une inscription, il s'avère, se moque totalement d'avoir un lecteur. Pour mesurer jusqu'où cette idée peut mener, il faut maintenant faire la connaissance de l'homme qui a osé poser la question du temps, car l'expérience qui a fait sauter les derniers verrous n'a pas été imaginée par un marginal ou un provocateur. Elle a été conçue par un homme installé au centre de gravité exact de la physique du XXe siècle. John Archibald Wheeler naquit en 1911 à Jacksonville, en Floride, de parents tous deux bibliothécaires, détail modeste, mais étrangement prophétique, pour un homme qui finirait sa vie convaincu que le monde physique est fait d'informations. Prodige d'un genre discret, il entra à l'université à 16 ans, décrocha son doctorat à 21 et obtint une bourse qui l'envoya à Copenhague, travailler auprès de Niels Bohr, le père fondateur de la mécanique quantique, l'homme dont l'Institut était alors le cœur battant de la nouvelle physique. En janvier 1939, Bohr débarqua aux États-Unis, porteur d'une nouvelle qui allait tordre le siècle. Des chimistes allemands venaient de réussir à briser le noyau de l'uranium. La fission nucléaire était réelle. Bohr et Wheeler se mirent immédiatement au travail pour en bâtir la théorie, et leur article fondateur sur le mécanisme de la fission parut le 1er septembre 1939, le jour même où les armées allemandes franchissaient la frontière polonaise et où la Seconde Guerre mondiale commençait. Wheeler avait 28 ans. Il passa les années de guerre dans les programmes d'armement, notamment sur le site de Hanford, dans l'État de Washington, où d'immenses réacteurs produisaient le plutonium destiné à la bombe. Et ici, il faut raconter ce que les manuels de physique omettent presque toujours, car sans ce chapitre, on ne peut pas comprendre l'homme, ni la question qu'il posera plus tard, autant lui-même. John Wheeler avait un frère cadet, Joe. Pendant que John travaillait à Hanford, dans le secret le plus absolu, Joe se battait comme soldat dans la campagne d'Italie, dans la boue et le feu d'un front qui n'avançait qu'au prix du sang. Joe savait, de cette manière vague dont les familles des hommes du secret finissent par savoir, que son frère aîné participait à quelque chose d'immense. Et un jour, du front, il envoya à John une carte postale dont le message tenait en 2 mots. « Dépêche-toi ». Joe Wheeler fut tué en Italie en octobre 1944, laissant une jeune veuve et une petite fille. L'arme sur laquelle son frère travaillait ne fut achevée et employée qu'en août 1945, 10 mois plus tard. John Wheeler refit le calcul de ces 10 mois pendant tout le reste de son existence. Il écrivit, des décennies après,
qu'il n'avait jamais cessé de penser que si le travail avait simplement été plus rapide, la guerre aurait pu finir plus tôt, et son frère aurait pu vivre. Lorsque bien des années plus tard, le président des États-Unis lui remit l'une des plus hautes distinctions scientifiques du pays, la réponse de Wheeler tint en une phrase brève « Je me suis senti pardonné ». Je ne vous raconte pas cela pour l'émotion seule. Je vous le raconte parce que cela éclaire, d'une lumière crue, la physique qui va suivre. Car l'homme qui passa sa vie hanté par une question sur le passé, par l'idée insupportable qu'une décision différente, prise plus tôt, aurait pu produire une autre histoire, cet homme devint précisément le physicien qui demanda si le passé est aussi fixé qu'on le croit. Si un choix effectué maintenant peut peser sur la description de ce qui s'est déjà produit. Après la guerre, Wheeler devint l'un des esprits les plus féconds de sa génération. C'est lui qui popularisa l'expression « trou noir » pour désigner les astres effondrés dont rien ne s'échappe. Lui encore, qui forgea le terme « trou de verre ». Il forma des générations d'étudiants d'exception, dont un certain Richard Feynman. Et en 1978, lors d'un colloque, à 67 ans, il présenta une expérience de pensée qui laissa la salle dans un silence inconfortable. On l'appelle aujourd'hui l'expérience du choix retardé, et elle fonctionne ainsi. Prenez un photon unique, un seul grain de lumière, et envoyez-le sur un miroir semi-réfléchissant, une lame de verre traitée qui offre à la lumière une chance sur deux, passer tout droit ou être réfléchi. Deux routes s'ouvrent donc. Appelons-les le chemin de gauche et le chemin de droite. Des miroirs ordinaires replient ensuite ces deux routes pour les faire converger vers un même point de croisement. Et à ce point de croisement, l'expérimentateur dispose de deux options. Première option, ne rien mettre au croisement et placer un détecteur au bout de chaque route. Chaque photon est alors capté sur l'une ou l'autre et l'on apprend quel chemin il a suivi. Dans cette configuration, le photon se comporte en corpuscule, une route, une seule, un trajet défini. Seconde option, installer au croisement une seconde lame semi-réfléchissante, qui recombine les deux routes en une seule. Alors les deux chemins interfèrent, et la statistique des détections révèle sans ambiguïté que chaque photon a été concerné par les deux routes à la fois. Dans cette configuration, le photon se comporte en onde. Jusqu'ici, rien que la vieille énigme de Young, habillée en optique moderne. Voici maintenant la torsion de Wheeler, celle qui glaça l'auditoire. Que se passe-t-il si l'on attend? Si l'on laisse le photon entrer dans l'appareil, franchir la première lame, s'engager pour ainsi dire dans sa traversée, et que l'on ne décide qu'ensuite, au tout dernier moment, alors que le photon est déjà en vol à l'intérieur du dispositif, d'installer ou non la seconde lame au croisement. La mécanique quantique donne une prédiction limpide et troublante. Le moment du choix ne change rien. Si la lame est en place à l'arrivée, on observe l'interférence, comme si le photon avait emprunté les deux routes. Si elle est absente, on identifie un chemin unique. Le comportement du photon sur l'ensemble de son trajet s'accorde avec un choix qui n'était pas encore fait lorsqu'il a commencé ce trajet. Wheeler était un homme prudent, et je veux être prudent avec vous sur le sens de cette prédiction, car c'est ici que naissent tous les malentendus. Wheeler n'affirmait pas qu'un signal remonte le temps. Il ne prétendait pas qu'on puisse envoyer un message vers le passé, et aucune expérience, jamais, n'a permis rien de tel. Ce qu'il soutenait était plus profond et plus déstabilisant que le voyage temporel. Il soutenait qu'il est tout simplement illégitime de dire que le photon possédait une histoire définie, un trajet déterminé, avant que la mesure finale ne vienne clore l'affaire. Le passé du photon n'est pas un fait rangé dans un tiroir, attendant d'être découvert. Tant que le registre final n'existe pas, ce passé demeure une question ouverte, et c'est la mesure qui, en s'accomplissant, achève d'écrire la réponse. Puis Wheeler donna à son idée une dimension qui coupe le souffle. Il la porta à l'échelle du cosmos. Nul besoin, fit-il remarquer, d'une lame de laboratoire pour diviser le chemin d'un photon. L'univers a déjà construit le dispositif, en grand. Il existe, dans les profondeurs du ciel, des quasars, des noyaux de galaxies d'une luminosité prodigieuse, dont la lumière, en route vers la Terre, frôle parfois une galaxie massive interposée. La gravité de cette galaxie courbe les rayons et les fait passer de part et d'autre d'elle, scindant la lumière en deux routes cosmiques qui voyagent séparément pendant des milliards d'années avant de converger vers nos télescopes. Un astronome qui, cette nuit, choisit comment configurer son instrument, chercher le chemin ou recombiner les faisceaux,
effectue un choix retardé portant sur des photons qui se sont engagés à l'embranchement bien avant que la Terre n'existe, bien avant que le Soleil ne s'allume. Et Wheeler résuma cela dans une formule que l'on cite souvent, sans en déplier tout le poids. Nous participons, disait-il, à faire advenir non seulement le proche et le présent, mais aussi le lointain et l'ancien. Relisez cette phrase. Il ne dit pas que nous découvrons le passé lointain. Il dit que la mesure prend part à en fixer la description. Pendant près de 30 ans, la communauté des physiciens rangea cette idée dans le tiroir des curiosités philosophiques, ces choses brillantes dont on discute après dîner et qu'on n'emporte pas au laboratoire. Car enfin, comment tester une chose pareille? Il faudrait des photons uniques parfaitement contrôlés, des commutations optiques plus rapides que le temps de vol de la lumière dans l'appareil, des choix véritablement imprévisibles. Autant demander la Lune. Mais les expériences de pensée, dans ce domaine précis, ont une habitude tenace. Elles refusent de rester imaginaires. Jung avait été réalisé. Johnson avait été réalisé. Tonomura avait été réalisé. Le choix retardé le serait aussi. Avant d'en arriver là, il faut traverser l'expérience la plus mal comprise de toute l'histoire de la physique, car c'est elle qui a engendré, sur Internet et ailleurs, une mythologie entière, et c'est en la démontant pièce par pièce que la vérité, plus étrange que le mythe, va enfin apparaître. On l'appelle la gomme quantique à choix retardé. Vous en avez presque certainement croisé une version, car elle a été racontée d'innombrables fois, et presque toujours de travers, toujours dans la même direction, celle qui rend le résultat plus magique et paradoxalement plus rassurant qu'il ne l'est. Je vais donc vous guider dans la véritable expérience, le véritable appareil, lentement, car c'est dans les détails que la vérité habite. La version de référence fut réalisée par une équipe comprenant Yoon-Ho Kim et, une fois encore, Marlan Scully, le même théoricien qui avait lancé l'idée 16 ans plus tôt et publié au tout début de l'année 2000. Voici le montage. Un laser envoie sa lumière à travers une double fente. Juste derrière, on place un cristal aux propriétés singulières, taillé dans un matériau appelé bêta-borate de barium. Lorsqu'un photon du laser le traverse, ce cristal peut le scinder en 2 photons jumeaux, chacun emportant la moitié de l'énergie de l'original. Ces 2 photons naissent ensemble, du même parent, et ils sont intriqués. Leurs états sont liés, corrélés, mariés l'un à l'autre. On nomme l'un le photon signal, l'autre le photon témoin. Et comme la lumière du laser a franchi 2 fentes avant d'atteindre le cristal, il existe 2 régions de naissance possibles, alignées sur les 2 fentes. Appelons-les la région de gauche et la région de droite. Après leur naissance, les jumeaux se séparent. Le photon signal part d'un côté, traverse une lentille et atterrit sur un détecteur mobile qui balaie l'espace et enregistre la position de chaque impact. Ce détecteur, c'est l'écran de l'expérience, l'endroit où des franges apparaîtraient s'il devait y en avoir. Le photon témoin, lui, part de l'autre côté, dans un labyrinthe optique bien plus élaboré, fait de lames semi-réfléchissantes, disposées avec un soin diabolique. Au bout de ce labyrinthe, attendent 4 détecteurs. La géométrie est arrangée de telle sorte que 2 de ces détecteurs ne peuvent recevoir qu'un témoin dont l'origine est identifiable. Si le témoin aboutit au 3e détecteur, on sait que la paire est née dans la région de gauche, s'il aboutit au 4e, dans la région de droite. Ces 2 détecteurs préservent donc l'information de chemin. Mais les 2 premiers détecteurs sont placés derrière une dernière lame qui recombine si complètement les routes possibles du témoin qu'à l'arrivée, plus rien ne permet de savoir de quelle région il provient. Ces 2 détecteurs effacent l'information de chemin. Et voici le détail le plus important de tout l'appareil. Le trajet du photon signal jusqu'à son détecteur est environ 2,5 mètres plus court que celui du témoin jusqu'au sien. La lumière parcourt cette différence en 8 milliardièmes de seconde, un délai infime à notre échelle, mais parfaitement réel et mesurable. La conséquence est brutale. Chaque photon signal frappe son détecteur, et sa position est enregistrée, gravée dans les données, 8 nanosecondes avant que son jumeau témoin n'atteigne le carrefour optique qui décidera si son origine sera conservée ou effacée. Le registre de l'atterrissage existe avant que le sort de l'information de chemin ne soit scellé. Ralentissez avec moi et regardez une seule paire vivre sa vie. Un photon entre dans le cristal. Il se scinde. Le signal fonce, frappe l'écran, laisse son point. Pour lui, l'expérience est finie.
son résultat est écrit. Et seulement maintenant, une petite éternité plus tard à l'échelle de la lumière, le témoin, encore en vol, arrive devant les lames qui vont trancher son sort. Si le hasard des réflexions l'envoie vers un détecteur effaceur, son origine sera à jamais inconnaissable. S'il aboutit à un détecteur marqueur, son origine, et donc celle de son jumeau déjà détecté, sera établie. Maintenant, les résultats, et c'est ici qu'il faut une attention extrême, car ce que l'expérience a réellement trouvé n'est pas ce que la légende raconte. Si l'on regarde l'écran du photon signal en lui-même, brut, tous impacts confondus, on ne voit aucune frange. Aucune. Jamais. Sous aucune condition. Rien qu'une bosse lisse et unique, un renflement de points sans structure. Quoi qu'on fasse subir au témoin, à l'autre bout de la pièce, l'image brute de l'écran reste rigoureusement identique, obstinément banale. Si vous étiez debout dans ce laboratoire, à contempler l'écran en temps réel, vous ne verriez jamais rien d'extraordinaire. C'est un point capital, et retenez-le, car il va tout expliquer. Mais ensuite, les chercheurs firent une opération sur les données. Ils les trièrent. Pour chaque impact du signal, ils vérifièrent lequel des 4 détecteurs avait capté son jumeau, grâce à un chronométrage des coïncidences d'une précision extrême. Et quand ils répartirent les impacts en 4 familles, selon le destin du jumeau de chacun, la bosse lisse se décomposa. Les signaux dont les jumeaux avaient fini sur le premier détecteur effaceur dessinaient, à eux seuls, un motif d'interférence nette, des franges superbes. Les signaux dont les jumeaux avaient fini sur le second détecteur effaceur dessinaient aussi des franges, mais décalées, de sorte que leurs bandes brillantes tombaient exactement sur les bandes sombres des premières. Et les signaux dont les jumeaux avaient fini sur les détecteurs marqueurs, ceux qui préservaient l'origine, ne dessinaient aucune frange du tout, seulement des bosses informes. Faites maintenant l'addition, car c'est là que la légende s'effondre et que la vérité se lève. Les 2 motifs de franges, celui du premier effaceur et celui du second, sont des négatifs parfaits l'un de l'autre. Superposez-les. Chaque bande brillante de l'un comble une bande sombre de l'autre, et la somme est une bosse lisse, sans la moindre ondulation. Ajoutez les 2 bosses des détecteurs marqueurs, et vous reconstituez exactement l'image brute de l'écran, cette bosse unique et banale qui n'a jamais changé. L'interférence était là depuis le début, cachée à l'intérieur des données, parfaitement dissimulée, parce que parfaitement annulée par sa propre image en miroir. Et le seul moyen de la rendre visible était de trier les impacts à l'aide d'une information, le destin des jumeaux, qui n'est devenu disponible qu'après coup. Vous voyez maintenant pourquoi cette expérience a engendré 1 millier de récits trompeurs. En surface, tout semble indiquer que le futur revient corriger le passé. Le témoin est détecté après le signal, et le sort du témoin, effacé ou marqué, paraît décider rétroactivement si le comportement du signal, 8 nanosecondes plus tôt, fut celui d'une onde ou d'un corpuscule. L'histoire populaire conclut donc que l'avenir réécrit ce qui a déjà eu lieu. Cette histoire est fausse, et comprendre précisément en quoi elle est fausse est la clé qui ouvre la seconde couche de toute notre enquête. Le point que la version magique omet systématiquement est celui-ci. Le signal et le témoin sont intriqués depuis l'instant de leur naissance commune dans le cristal. Et l'intrication, à elle seule, suffit à détruire l'interférence d'une particule prise isolément. Parce qu'il est marié au témoin, le photon signal, considéré seul, n'est pas dans un état quantique pur. Il est dans ce que les physiciens appellent un état mixte, un état dont les mathématiques interdisent formellement l'apparition de franges. Il n'y a donc jamais eu, sur l'écran du signal, de motif à ressusciter. L'interférence globale était morte dès la création de la paire, tuée non par un regard, mais par l'existence même du jumeau, ce témoin qui portait dans son état, comme un registre vivant, la trace de la région d'origine. Que font alors, réellement, les détecteurs effaceurs? Ils ne remontent pas le temps, ils trient. Ils permettent de découper l'ensemble des impacts, qui fut toujours une bosse lisse, en sous-familles définies par le destin des jumeaux. Et dans les sous-familles, où le registre d'origine a été rendu illisible, les corrélations internes de chaque paire autorisent des franges à apparaître au sein de cette sous-famille, tandis que dans les sous-familles où le registre subsiste, elles l'interdisent. L'interférence était cachée dans les corrélations depuis la première seconde. Le tri la révèle. Le tri ne la crée pas. Et la raison pour laquelle ce dispositif ne permettra jamais d'envoyer le moindre message vers le passé
est d'une beauté implacable. Les impacts de toutes les sous-familles atterrissent au même endroit, dans la même distribution globale. Et rien, absolument rien sur l'écran, ne permet de deviner à quelle sous-famille appartient un impact donné. Pour opérer le tri, il faut les données des témoins, et ces données voyagent vers vous par des canaux ordinaires, à la vitesse de la lumière au mieux, pas un iota plus vite. La causalité sort de cette expérience intacte, verrouillée, inviolée. La plupart des explications soigneuses s'arrêtent exactement ici. Elles ont démonté le mythe du voyage temporel, elles ont expliqué l'intrication et le tri, et elles passent à autre chose, satisfaites. C'est précisément là que je veux, au contraire, m'attarder, car démystifier la version magique n'est pas la fin du mystère, c'est l'entrée d'un mystère plus profond. Réfléchissez à ce que nous venons d'établir. La lecture erronée, celle du futur qui réécrit le passé sous l'effet d'une observation, avait beau être fausse, elle préservait en douce quelque chose de flatteur. Elle maintenait l'observateur au centre du jeu, elle faisait de la mesure consciente l'événement décisif. Le résultat réel retire cet échafaudage. Le résultat réel dit que l'onde du signal est morte à la naissance, non parce que quelqu'un regardait, mais parce qu'un registre existait, encodé dans l'état d'une autre particule, et que le fait que ce registre soit un jour lu, par un esprit, par une machine, par quoi que ce soit, n'a jamais eu la moindre importance. La variable n'a jamais été l'observation. La variable a toujours été l'existence d'une inscription, et une inscription, redisons-le, n'a besoin de personne pour la lire. Ce qui pose immédiatement la question suivante, la plus radicale de toutes: si la nature répond à l'existence d'une information et non à un observateur, jusqu'où peut-on pousser cette logique? Que se passe-t-il si l'on retire l'être humain non seulement de la lecture, mais du choix lui-même? Si l'on confie à une machine, à un circuit sans vie ni pensée, la décision de conserver ou d'effacer le registre? Et que se passe-t-il si l'on arrange les choses pour qu'aucun signal, à aucune vitesse permise par les lois de la nature, ne puisse relier ce choix à l'expérience qu'il est censé influencer? Dans les années qui suivirent, les physiciens construisirent, une à une, les machines capables de poser ces questions, et les réponses qu'elles rapportèrent constituent la partie la plus stupéfiante de toute cette histoire. La première réponse vint de France, en 2007. Une équipe comprenant Alain Aspect, l'un des expérimentateurs les plus respectés au monde, celui-là même dont les travaux sur l'intrication seraient couronnés par le prix Nobel, réalisa enfin, proprement, rigoureusement, l'expérience du choix retardé de Wheeler avec des photons uniques. Ils bâtirent un interféromètre de 48 mètres de long, et cette longueur n'était pas un caprice. Elle achetait du temps. Elle garantissait que chaque photon était déjà engagé, déjà loin à l'intérieur de l'appareil, ayant déjà franchi la première lame séparatrice, au moment où la configuration finale était décidée. Et cette décision n'était pas prise par une personne. Elle était prise par un générateur quantique de nombres aléatoires, un composant électronique qui échantillonne du bruit fondamental et crache des bits imprévisibles, 0 ou 1, ondes ou corpuscules, des millions de fois par seconde, sans qu'aucun être humain n'intervienne nulle part dans la boucle. Les résultats tombèrent, et ils étaient d'une netteté chirurgicale. Quand la machine choisissait la configuration ondulatoire, les photons affichaient des franges d'une visibilité de 94%, un motif magnifique. Quand elle choisissait la configuration corpusculaire, le chemin de chaque photon était déterminé avec un taux d'erreur inférieur à 1%. Et le moment du choix, avant ou après l'entrée du photon, ne changeait strictement rien aux statistiques. L'expérience de pensée de 1978, celle que la communauté avait reléguée pendant 3 décennies au rayon de la philosophie, était désormais un fait de laboratoire, mesuré, publié, reproduit. Et l'entité dont le choix gouvernait le comportement du photon était un circuit qui échantillonnait du bruit. Cela aurait dû clore le chapitre. Mais à Vienne, une équipe n'avait pas fini de pousser la logique dans ses retranchements, et ce qu'elle fit ensuite dépasse en étrangeté tout ce que nous avons vu jusqu'ici. En 2012, le groupe dirigé par Anton Zeilinger, à l'Institut d'optique quantique et d'information quantique de Vienne, publia une expérience qu'il faut décrire lentement, car elle est véritablement difficile à tenir dans un esprit humain. Ils utilisèrent 2 sources de photons entièrement indépendantes. La première engendrait une paire intriquée, appelons ses membres
le photon 1 et le photon 2. La seconde, sans aucun lien avec la première, engendrait sa propre paire, les photons 3 et 4. Deux expérimentateurs, désignés selon la tradition par les prénoms Alice et Bob, se saisirent chacun d'un photon des extrémités. Alice mesura le photon 1, Bob mesura le photon 4. Ils le firent vite, environ 35 milliardièmes de seconde après la création des paires, et leurs résultats furent enregistrés de façon permanente, inscrits dans les mémoires, définitifs. L'encre, pour ainsi dire, était sèche. Pendant ce temps, les deux photons du milieu, le 2 et le 3, furent expédiés dans un long périple à travers plus de 100 mètres de fibre optique, vers un troisième poste de mesure, tenu par un personnage que l'article nomme Victor. À cause de ce détour, ils n'atteignirent l'appareil de Victor qu'environ 520 milliardièmes de seconde après leur naissance, c'est-à-dire près d'une demi-microseconde après qu'Alice et Bob eurent déjà mesuré leurs photons et verrouillé leurs données. Et alors, l'appareil de Victor fit l'une de deux choses, et laquelle, ce fut, encore une fois, un générateur quantique de nombres aléatoires qui en décida. Si la machine tirait la première option, Victor effectuait sur les photons 2 et 3 une mesure conjointe d'un type particulier, dont les mathématiques de la théorie prédisent un effet extraordinaire appelé échange d'intrication. Cette mesure a pour conséquence que les photons 1 et 4, ceux d'Alice et de Bob, se retrouvent intriqués entre eux. Or, ces deux photons ne se sont jamais rencontrés. Ils sont nés de sources différentes, à des instants différents, et surtout, ils ont déjà été mesurés. Leurs résultats dorment déjà dans les registres. Si la machine tirait la seconde option, Victor mesurait ces deux photons séparément, et rien de tel ne se produisait. Puis, les chercheurs firent la seule chose qui restait à faire. Ils retournèrent aux données d'Alice et de Bob, ces données déjà enregistrées, closes, antérieures, et ils les trièrent selon le choix que la machine de Victor avait fait après coup. Le verdict fut conforme, à la décimale, aux prédictions de la théorie. Dans les cas où la machine avait choisi la mesure conjointe, les résultats déjà archivés d'Alice et de Bob présentaient entre eux les corrélations caractéristiques de l'intrication, ces corrélations si fortes qu'elles violent une borne mathématique appelée inégalité de Bell, une borne qu'aucun mécanisme classique, aucun échange d'informations ordinaire ne peut franchir. Dans les cas où la machine avait choisi les mesures séparées, les mêmes types de données ne montraient que des corrélations banales. Les auteurs de l'article l'écrivirent avec une honnêteté remarquable. Si l'on s'obstine à considérer l'état quantique comme une chose matérielle ordinaire, dotée d'une existence indépendante à chaque instant, alors on se retrouve acculé à la conclusion paradoxale que des opérations futures sembleraient peser sur des événements déjà irrévocablement enregistrés. La leçon raisonnable est tout autre. L'état quantique n'est pas cette chose-là. Il se comporte comme un catalogue de ce qui peut être dit d'un système, un registre de corrélations possibles, et c'est la structure d'ensemble des inscriptions, où qu'elles se trouvent dans le dispositif, qui détermine ce que les données révèlent une fois rapprochées les unes des autres. Aucune conscience, notez-le bien, ne figurait nulle part dans la chaîne de décision. Un circuit a tiré à pile ou face quantique, et les archives, une fois triées à la lumière de ce tirage, racontaient l'histoire correspondante. L'année suivante, en 2013, la même équipe alla plus loin encore et franchit ce qui restait de lignes rouges. Ils réalisèrent un effacement quantique dont le choix, conserver ou détruire l'information de chemin, fut effectué dans des conditions que les physiciens nomment la localité d'Einstein. Cela signifie ceci: l'événement du choix et l'événement de la mesure étaient séparés par une distance suffisante et synchronisés avec une précision telle qu'aucun signal, pas même un rayon lumineux, pas même quoi que ce soit voyageant à la vitesse maximale que les lois de la nature autorisent, n'aurait pu transporter la nouvelle du choix jusqu'à l'expérience à temps pour l'influencer. Dans le langage de la relativité, les deux événements étaient causalement déconnectés. Aucun lien de cause à effet n'était possible entre eux, dans aucun référentiel, pour aucun observateur concevable. Ils montèrent l'expérience de deux manières. D'abord sur une liaison de fibre optique à l'intérieur de Vienne. Puis, de façon spectaculaire, en plein air, sur 144 km, entre deux observatoires perchés sur deux îles de l'archipel des Canaries, La Palma et Tenerife, avec des photons franchissant l'océan de nuit, de sommet en sommet, au-dessus des nuages. Un générateur quantique de nombres aléatoires
effectuaient chaque choix. Et les résultats, une fois encore, épousèrent exactement les prédictions de la théorie. Quand la machine effaçait le registre de chemin, les franges apparaissaient dans les données triées. Quand elle le préservait, elles disparaissaient. Sous des conditions où les lois mêmes de la physique interdisaient tout lien causal entre le choix et la mesure, les statistiques finales demeuraient parfaitement cohérentes avec ce choix. La nature tenait ses comptes avec une rigueur que ni la distance, ni le chronométrage, ni l'absence de tout messager possible ne parvenaient à prendre en défaut. Restait une ultime échappatoire pour qui voulait sauver un rôle à l'esprit humain. Dans toutes ces expériences, dira-t-on, les choix étaient confiés à des machines. Mais qui garantit que des choix humains, de vrais choix, issus de vraies délibérations, donneraient les mêmes résultats? Peut-être la volonté possède-t-elle une qualité que le bruit électronique n'a pas. La réponse à cette objection fut donnée par l'une des entreprises scientifiques les plus singulières jamais organisées, et elle impliqua, littéralement, la planète entière. Le 30 novembre 2016, plus de 100 000 personnes, réparties sur tous les continents, s'assirent devant leurs téléphones et leurs ordinateurs pour jouer à un jeu vidéo en ligne, conçu dans un but unique: extraire de chaque joueur un flot de décisions aussi imprévisible que possible, des séquences de 0 et de 1 tapées vite, sous pression, contre un algorithme entraîné à deviner la suite. En une seule journée, cette foule mondiale engendra plus de 90 millions de bits de choix humains. Et ces bits ne furent pas simplement collectés pour la beauté du geste, ils furent acheminés, en temps réel, vers 13 expériences de physique quantique, fonctionnant simultanément dans 12 laboratoires, répartis sur 5 continents. Ce jour-là, partout où ces expériences auraient normalement laissé un générateur automatique décider des réglages de mesure, ce furent les décisions imprévisibles de cette multitude humaine qui commandèrent les instruments. On appela l'événement le Grand Test de Bell, et ses conclusions parurent 2 ans plus tard dans l'une des revues les plus exigeantes du monde. Toutes les expériences confirmèrent les violations attendues des bornes classiques. Mais le résultat que je veux graver dans votre mémoire vint du laboratoire de Munich, à l'Institut Max Planck d'optique quantique, car cette équipe-là fit quelque chose de délibérément cruel pour la question qui nous occupe. Elle compara, côte à côte, dans le même montage, les résultats obtenus quand les réglages étaient choisis par des êtres humains et ceux obtenus quand ils étaient choisis par un générateur quantique de nombres aléatoires. Des esprits qui délibèrent contre un circuit qui échantillonne du bruit. Et les 2 jeux de données se révélèrent statistiquement indiscernables, pas voisins, pas comparables, indiscernables, aux incertitudes de mesure près. Faisons une pause ici, car nous venons d'arriver quelque part, et je ne veux pas que nous passions devant trop vite. Dans toute l'histoire de la mécanique quantique, sur près d'1 siècle d'expérimentation, il n'existe pas une seule mesure, pas une, qui ait mis en évidence un rôle particulier de l'esprit humain dans le comportement des particules. Chaque protocole conçu pour déceler une différence entre une décision pensée et un tirage automatique a rendu le même verdict. Aucune différence détectable. Les appareils enregistrent les mêmes franges, les mêmes corrélations, les mêmes statistiques, que le choix vienne d'un professeur réfléchissant longuement ou d'un composant électronique aveugle. Et il faut ajouter ceci, qui achève de clarifier le paysage. Parmi les grandes lectures théoriques de la mécanique quantique que les physiciens professionnels défendent aujourd'hui, aucune n'attribue à l'esprit humain un rôle mécanique particulier dans le processus de mesure. L'école de Copenhague décrit la mesure comme une interaction physique entre le système et de grands instruments. D'autres approches décrivent des particules guidées par des ondes bien réelles, sans qu'aucune pensée n'intervienne. D'autres encore font de la mesure une simple interaction entre 2 systèmes physiques quelconques, où un grain de poussière compte autant qu'un laborantin. Et l'approche dont nous allons parler dans un instant, la plus féconde de toutes, désigne comme acteur principal quelque chose d'à la fois immense et parfaitement ordinaire, l'environnement lui-même. Voilà donc où 40 ans de machines patientes nous ont menés. La version populaire de l'expérience des 2 fentes racontait que le regard change la réalité. Les laboratoires, eux, ont établi autre chose, de plus précis et de plus étrange. Ce qui gouverne le comportement de la matière, c'est l'existence ou l'absence d'un enregistrement physique de l'information, où que ce soit, sous quelque forme que ce soit, lu ou jamais lu. Le processus est physique de bout en bout, et cela soulève la question qui va occuper toute la fin de notre voyage.
Si n'importe quelle inscription physique suffit, alors qui ou quoi inscrit? Qu'est-ce qui, dans le monde réel, hors des laboratoires, joue en permanence le rôle du détecteur? La réponse, quand on la voit enfin, est saisissante. C'est presque tout. C'est l'air, c'est la lumière, c'est la chaleur, c'est l'univers matériel entier, engagé sans relâche dans un inventaire de lui-même. En 1970, un physicien allemand, nommé Heinz-Dieter Zeh, publia un article que presque personne ne lut. Il parut dans une revue jugée marginale, à une époque où la communauté, tout entière tournée vers les calculs et les applications, considérait les questions de fond sur la mesure comme une perte de temps élégante. L'article de Zeh resta dans l'ombre une décennie entière, et son auteur paya cher, professionnellement, son obstination à le défendre. C'était pourtant l'un des textes les plus importants du siècle, et l'idée qu'il contenait porte aujourd'hui un nom que tout étudiant apprend, la décohérence. L'intuition de départ est d'une simplicité presque embarrassante, une fois qu'on la montre du doigt. Rien, dans le monde réel, n'est jamais isolé. Une particule, un atome, un grain de poussière, une tasse posée sur une table, tout objet nommable est touché, en permanence, par son environnement. Des molécules d'air le percutent par milliards à chaque seconde. Des photons ricochent sur sa surface. Le rayonnement thermique, cette faible lueur infrarouge que tout corps émet et absorbe, le traverse sans trêve. Et voici la clé. Chacun de ces contacts est, en lui-même, une interaction quantique. Chaque molécule qui rebondit sur un objet, chaque grain de lumière qui s'y disperse, repart en emportant, imprimé dans son propre état, une trace infime de l'état de l'objet, et devient, à cet instant précis, intriqué avec lui. Le registre, encore lui. Chaque collision écrit une ligne du registre. Or, quand un système quantique se retrouve ainsi noué, non pas à un ou deux partenaires, mais à des milliards de particules environnantes, quelque chose arrive à la propriété délicate qui rend l'interférence possible. Cette propriété s'appelle la cohérence. C'est l'accord de phase précis entre les différentes branches d'une superposition. L'accord qui permet à deux chemins de se rencontrer et de dessiner des franges. Lorsque le système s'intrique avec son vaste entourage, cette cohérence ne s'anéantit pas, elle se dilue. Elle fuit, elle s'éparpille sur un nombre inconcevable de particules, dispersées en autant de fragments qu'il y a eu de contacts, si bien qu'il devient, en toute pratique, impossible de jamais la rassembler de nouveau. Le système cesse alors de se comporter en objet quantique et se met à ressembler à une chose classique, ordinaire, définie. Non parce qu'un mécanisme mystérieux l'aurait figé, mais parce que sa cohérence appartient désormais à la pièce entière, et que la pièce entière ne la rendra pas. Dans les années 80, un physicien polonais installé aux États-Unis, Wojciech Zurek, travaillant au laboratoire de Los Alamos, reprit l'idée de Zeh et la transforma en un édifice théorique complet. Il montra pourquoi seuls certains états, robustes et stables, survivent au bombardement incessant de l'environnement, et pourquoi ce sont précisément ceux-là, positions définies, formes définies, que nous observons toujours, jamais les superpositions étalées. Puis, il poussa la logique jusqu'à une idée qu'il baptisa le darwinisme quantique, et le nom est admirablement choisi. Dans l'évolution des espèces, certains caractères se répandent parce qu'ils sont copiés de génération en génération. Dans le darwinisme quantique, l'environnement sélectionne certains états d'un objet en copiant l'information à leur sujet, encore et encore, de façon massivement redondante, dans le monde qui l'entoure. Laissez-moi rendre cela tangible, car c'est l'idée la plus importante de toute cette dernière partie, et je veux que vous la sentiez physiquement. Placez-vous dans une pièce ordinaire, et ralentissez le temps par la pensée, jusqu'à percevoir les événements élémentaires. Il y a une lampe et une table de bois. De la lampe jaillissent des photons, par milliards de milliards chaque seconde, et une immense partie d'entre eux frappe la table. Chaque photon qui rebondit emporte, gravé dans la manière dont il a été dévié, absorbé, recoloré, une petite copie d'information sur la table. Où se trouve sa surface? Quelle est sa teinte? Quel est son relief? Et ces photons s'égaillent dans toutes les directions. Quelques-uns, une fraction infime, entrent par hasard dans vos yeux, et c'est cela que vous appelez voir la table. Mais vos yeux n'ont rien de spécial dans cette affaire. La même information vole en des millions d'exemplaires vers tous les coins de la pièce,
portée aussi par les molécules d'air qui heurtent le bois des milliards de fois par seconde et par le faible rayonnement de chaleur que la table émet elle-même. L'environnement fabrique copie sur copie de l'état de la table et les diffuse en continu, dans toutes les directions, sans jamais s'arrêter. C'est pour cela que deux personnes situées aux deux bouts de la pièce s'accordent sur ce qu'elles voient. Aucune des deux ne consulte la table directement. Chacune lit un exemplaire différent, parmi d'innombrables, du registre que l'environnement a déjà rédigé. Et cela nous donne enfin une réponse propre, physique, à la question autour de laquelle nous tournons depuis le début de la soirée. Qu'est-ce qu'une mesure? Une mesure, c'est cela. Toute interaction physique au cours de laquelle de l'information sur un système se trouve enregistrée dans un autre système. Rien de plus, rien de moins. Cela ne requiert pas un instrument de laboratoire. Cela ne requiert pas un expérimentateur. Une molécule d'air qui heurte un électron et repart en portant la trace de son passage effectue, au sens plein du terme, une mesure. Voilà pourquoi, dans l'expérience des deux fentes, l'installation d'un détecteur tue les franges. Le détecteur s'intrique avec l'électron, l'air s'intrique avec le détecteur, la chaleur s'intrique avec l'air, et l'information de chemin se répand dans l'environnement plus vite qu'un battement de cils, en copies innombrables, irrécupérables. Le motif meurt parce que le registre du chemin a été écrit et diffusé. Un point, c'est tout. Les nombres qui gouvernent ce processus sont d'une brutalité difficile à concevoir. Pour un simple grain de poussière flottant dans un rayon de lumière, la cohérence entre deux positions voisines est dispersée en un temps si court qu'il faut l'écrire avec plus de 20 zéros après la virgule. Un seul photon qui rebondit suffit. Pour un objet de la taille d'un ballon, la dispersion est si fulgurante qu'aucune notation raisonnable n'en rend compte. Voilà pourquoi personne n'a jamais vu une chaise occuper deux positions à la fois. Non que la mécanique quantique cesse de s'appliquer aux chaises. Elles gouvernent chacun de leurs atomes. Mais une chaise baigne dans un océan de molécules d'air et de rayonnement qui interroge sa position des milliards de fois par seconde, et toute superposition est dissoute avant même d'avoir pu naître. Quand vous ouvrez les yeux sur la chaise, votre regard arrive bon dernier. L'environnement a déjà tout inscrit, en exemplaires innombrables, bien avant vous. Et cette théorie, notez-le, n'est pas restée une belle construction sur le papier. En 2019, une équipe l'a mise à l'épreuve dans un dispositif d'une élégance rare, au cœur d'un diamant. Dans ce cristal, un défaut particulier, un atome d'azote voisin d'une lacune, joue le rôle du système observé, et les noyaux atomiques qui l'entourent jouent le rôle de l'environnement. Les chercheurs ont pu suivre, pas à pas, l'information sur l'état du défaut se recopier dans les noyaux environnants, et vérifier que plusieurs fragments distincts de cet environnement détenaient bel et bien, chacun, une copie concordante de l'état du système, exactement comme le darwinisme quantique le prédit. Le mécanisme de la copie redondante n'est pas une métaphore. On l'a vu à l'œuvre, noyau par noyau, dans la matière d'un diamant. Alors, quand on demande, avec un sourire entendu, si la Lune est bien là quand personne ne la regarde, la physique moderne peut enfin répondre avec précision. La Lune est là, définie, massive, à sa place exacte sur son orbite. Et la raison physique de cette définition n'a rien à voir avec la présence d'un promeneur nocturne levant les yeux vers elle. La Lune baigne dans un déluge de mesures naturelles. La lumière du Soleil la frappe et se disperse en emportant à travers l'espace des copies de sa position. Le vent de particules solaires la bombarde. L'attraction qu'elle échange à chaque instant avec la Terre et les marées qu'elle soulève enregistrent continuellement où elle se trouve. Son état est inscrit, recopié, diffusé des milliards de fois par seconde dans la matière et le rayonnement qui l'entoure. Le regard d'un être humain, quand il arrive, ne fait que consulter un registre déjà rédigé en exemplaires sans nombre. Reste alors la question de la frontière. Si tout objet suffisamment enveloppé d'environnement devient classique, jusqu'où peut-on faire grimper l'étrangeté quantique en protégeant soigneusement un système de tout contact? Où passe la limite entre le monde des franges et le monde des chaises? Cette question aussi, les laboratoires l'ont prise au mot, et les résultats donnent le vertige. En 1999, à Vienne, l'équipe de Markus Arndt et d'Anton Zeilinger réussit à faire interférer des fullerenes, ces molécules magnifiques, en forme de ballons de football, composés de 60 atomes de carbone chacune. 60 atomes, des objets déjà tièdes,
déjà complexes, presque de petits cailloux à l'échelle atomique, et pourtant, envoyés un à un à travers un réseau de fentes dans un vide soigné, ils dessinèrent des franges. Puis, la course s'emballa. Des molécules de plusieurs centaines d'atomes, des molécules organiques massives, conçues sur mesure par des chimistes pour l'occasion. Et en 2019, le record fut porté à des molécules géantes de près de 2000 atomes, pesant plus de 25 000 fois la masse d'un atome d'hydrogène, des édifices moléculaires plus lourds que bien des protéines, qui traversèrent l'interféromètre en affichant, imperturbables, leur comportement d'onde. À chaque fois, la règle se vérifia dans les deux sens. Tant que l'environnement ne peut arracher aucune information de chemin, les franges tiennent, mais qu'on laisse entrer un peu trop de gaz résiduel dans l'enceinte, ou qu'on laisse les molécules trop chaudes émettre leur propre rayonnement thermique, et les franges s'estompent exactement dans la mesure prévue, car chaque molécule de gaz percutée, chaque photon thermique émis, emporte une ligne du registre. La frontière entre le quantique et le classique n'est pas une muraille inscrite dans la taille des objets. C'est une question de comptabilité, la comptabilité de l'information qui fuit. Et c'est ici que John Wheeler, vers la fin de sa longue vie, formula l'idée qui devait résumer tout ce que ces 2 siècles d'expérience avaient mis au jour. Il aimait dire que sa carrière avait traversé 3 âges. Un premier, où il croyait que tout est particule, un deuxième, où il croyait que tout est champ, et un troisième, le plus radical, où il en vint à penser que tout, au fond, est information. Il condensa cette conviction en une formule de 3 mots, devenue célèbre parmi les physiciens. Le ça vient du bit. Chaque chose, chaque particule, chaque grandeur mesurée tirerait sa réalité concrète, en dernière analyse, de réponses à des questions binaires, des oui et des non arrachés à la nature par les interactions. Wheeler illustrait son intuition par un souvenir de salon. Un soir, invité à une partie du jeu des 20 questions, il fut désigné pour deviner et envoyé hors de la pièce. À son retour, il interrogea les convives un à un. Est-ce plus grand qu'une boîte à pain? Un temps d'hésitation, puis oui. Est-ce vivant? Une hésitation encore, puis non. Et il remarqua que chaque réponse venait étrangement lentement, chaque visage trahissant un effort disproportionné. Il finit par risquer. Est-ce un nuage? La pièce explosa de rire, et on lui avoua le complot. Pendant son absence, les invités avaient convenu de ne choisir aucun objet. La seule règle était que chacun pouvait répondre à sa guise, à condition de rester cohérent avec toutes les réponses déjà données. Il n'y avait pas de nuage au départ. Le nuage avait été construit, contrainte après contrainte, par la suite même des questions et des réponses. Voilà, disait Wheeler, une image de ce qu'est une mesure quantique, non pas la découverte d'un fait qui attendait sagement, mais une interrogation dont la réponse, en tombant, achève de définir un morceau de réalité, chaque nouvelle réponse devant s'accorder avec toutes celles que l'univers a déjà enregistrées. Et poser la question, nous le savons désormais, ne demande aucun esprit. Un photon qui ricoche sur un grain de poussière pose une question, et l'inscription de la réponse suffit. Anton Zeilinger, qui recevrait le prix Nobel en 2022 pour ses expériences sur l'intrication, proposa de son côté un principe qu'il tenait pour le socle de toute la théorie. Un système élémentaire porte exactement un bit d'information. Une particule, un bit, pas davantage. Mesurez une propriété, et vous avez dépensé ce bit. La réponse obtenue est nette, mais toutes les autres propriétés basculent dans l'indétermination maximale, non parce que vous les auriez abîmées, mais parce qu'il n'y avait qu'une seule réponse en réserve. Et si ce principe est juste, il offre l'explication la plus profonde jamais proposée du comportement des 2 fentes. L'électron peut vous livrer des franges, ou vous livrer son chemin, jamais les deux, parce qu'il n'a qu'un bit à donner, et que la configuration de l'appareil décide quelle question le dépensera. Revenons alors, une dernière fois, à cette pièce de Londres, aux rayons de soleil fendus par une carte de papier. Jung croyait démontrer que la lumière est une onde, et il avait raison. Mais il faisait aussi, sans disposer d'aucun mot pour le dire, quelque chose de bien plus vaste. Il montrait que le comportement de la lumière dépend de la structure de l'information disponible à son sujet. Bloquer un des 2 faisceaux, c'était déjà, sans le savoir, rendre le chemin connaissable. Et sur toute l'étendue des 2 siècles que nous venons de parcourir, du mur de Londres au sous-sol de Tübingen, des écrans de Tokyo au sommet des Canaries, des atomes de rubidium aux molécules géantes de Vienne, c'est la même expérience qui n'a cessé de répondre
toujours la même chose, avec une patience infinie. L'expérience n'a jamais changé. Seule notre capacité à l'entendre a changé. Et ce qu'elle dit, une fois dépouillée de toutes les légendes, tient en peu de mots. Le comportement de la matière est réglé par l'existence, quelque part, sous n'importe quelle forme, d'un enregistrement physique de l'information, consulté ou non, connu de quelqu'un ou de personne. Un registre n'a besoin de personne pour le lire. Mais alors demeure la dernière question, la vraie, celle qui reste ouverte ce soir dans tous les instituts du monde. De quoi ce registre est-il fait, en dernier ressort? Qu'est-ce que l'information, au niveau le plus fondamental, et comment s'articule-t-elle à la matière, à l'espace, au temps? Wheeler a couru derrière cette question pendant les 30 dernières années de sa vie sans l'atteindre. Zeilinger, recevant son prix Nobel, a reconnu que réalité et information devront sans doute être pensées ensemble, d'une manière que nul ne sait encore formuler. Les théoriciens les plus audacieux explorent des pistes où la trame même de l'espace émergerait de réseaux d'intrication. Mais aucune de ces pistes n'a encore rencontré son expérience décisive. C'est un mystère authentique, actuel, non résolu, et c'est précisément pour cela qu'il est précieux. 220 ans après un rayon de soleil et une carte de papier, la question la plus profonde que cette expérience ait fait naître attend toujours sa réponse, quelque part devant nous, dans un laboratoire qui n'existe peut-être pas encore, entre les mains d'un chercheur qui, ce soir, est peut-être encore un enfant. Bonne nuit, et merci d'avoir suivi le fil jusqu'ici, jusqu'au bord de l'inconnu.